Avant que l'épisode commence, je voulais préciser que c'est un épisode un peu spécial. J'ai eu la chance de le réaliser en direct à la première édition des Lyon Festival. C'est la raison pour laquelle il y aura une petite session questions-réponses à la fin. Pour cette occasion, j'ai pu m'entretenir avec Yveline Ruot, co-gérante du label 75e Session. Allez, on se retrouve juste après. Salut, moi, c'est Alison. Et ce que j'aime le plus, c'est la musique et les gens. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de vous présenter le nouvel épisode de mon émission Dans ton jardin. L'objectif, c'est de discuter avec des acteurs de l'industrie musicale pour mieux comprendre leur métier. Bon, la vérité, c'est que ça fait des années que j'ai fait de l'incruste ma spécialité et j'ai enfin décidé de mettre ce talent à bon escient. Le concept, c'est que je m'incruste là où mon invité se sent le plus à l'aise et qu'on en discute. Yveline, t'as commencé avec des études de droit et d'histoire de l'art à la base. T'as fait 8 ans en tant que chef de projet dans l'aménagement numérique et dans l'économie sociale et solidaire. Donc il y a une dimension sociale et des droits de l'homme qui est très importante dans ton parcours et dans ta vie. D'ailleurs, tu as toujours participé à des associations et fait du bénévolat à côté de ton travail. C'est tout naturellement, du coup, que tu rejoins Noise la Ville en 2016 et 2017, qui est une asso, du coup, event, qui a un volet culture, hip-hop, musique et un volet social. Tu fais pas mal d'actions socioculturelles avec des jeunes de quartier et c'est via cette asso que tu réalises ton premier court-métrage Clasher l'ennui. Donc sur la ville des Ulysses et les battles de rap dégainent ton style. La soirée est marquée par des batailles qui deviennent légendaires. Et c'est là que tu vas rencontrer 75e Session et que tu réalises aussi ton second court-métrage, enfin ton second documentaire sur le collectif qui va s'appeler La famille du dojo. Cette fois en coproduction avec Radio Nova. Donc ces deux documentaires, tu vas les sortir en 2019 et 2020 sous ton asso de production audiovisuelle spécialisée dans les documentaires qui s'appelle Les Gros Sourcils. Bon, on va parler évidemment de ton lien avec 75e Session un peu plus en détail plus tard, mais déjà, ça m'intéresse de comprendre un petit peu ce qui t'a amené à ce switch du droit vers l'audiovisuel et pourquoi est-ce que t'as voulu monter en fait Les Gros Sourcils. Déjà, bonjour tout le monde. Je le savais déjà, mais c'est marrant quand tu le racontes, on s'en rend encore plus compte. J'ai un parcours qui est assez chaotique en fait, qui est fait de plein de bifurcations et de changements d'idées et de changements de parcours, parce que j'ai toujours eu cette envie un peu de m'écouter et d'aller vers ce qui m'intéressait. Et moi, j'ai déjà oublié ta question. Pourquoi les gros sourcils ? Pourquoi les gros sourcils ? C'est un petit. Je vais essayer de faire court là-dessus, mais donc comme disait Alison, j'ai toujours eu une vie assez active à côté de mon travail. J'ai toujours été très impliquée dans des associations. Et notamment cette asso qui s'appelait Noise la Ville, qui avait un média, qui faisait des ateliers d'éducation aux médias et qui faisait aussi beaucoup d'événementiels, notamment autour du hip-hop. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai commencé à écrire pour le média et j'ai rencontré un rappeur des Ulysses qui s'appelle Fix Niavo, que j'ai trouvé hyper intéressant parce que c'était à la fois quelqu'un qui était hyper engagé pour sa ville et qui essayait de monter énormément de projets, d'actions culturelles et qui en même temps avait sa propre carrière artistique. Et il m'a parlé de ces battles de rap qui avaient eu lieu aux Ulysses qui s'appelaient Dégaine ton style. C'était très avant les Rap Contenders et tout ça. Gaiden, que je et en fait, il avait une approche qui était très social sur cet événement, de dire je vais m'emparer d'un lieu culturel auquel on n'a pas accès, je vais y organiser des battles et pour la première fois il y aura dans cette ville des événements qui sont à destination des jeunes de la ville. Et donc il a monté ce battle là qui en fait a eu une très très forte résonance. Le plafond goûtait tellement il y avait du monde. Les murs ils étaient les murs étaient en sueur, c'est-à-dire qu'un lieu physique qui transpire, t'as déjà vu ça ? Moi je l'ai vu, nous on l'a vécu. Qui a fait émerger des profils comme Grodage, comme Cynic, enfin voilà, que peut-être certains d'entre vous connaissent, certaines. Tu te rappelles la fois où je t'ai tapé devant ton cou quand je t'ai enserré dans un trou, j'ai pris ton pèse et ton pouls. Quand pas déçu, je finis ta sœur alors excuse.
Toi, tu la baiserais si tu savais comment elle suce. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire ce documentaire parce que je trouvais que cette histoire, elle méritait d'être racontée. Et je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Ça a été très long et très à base de bonne volonté. Mais j'ai adoré ça. C'est ce qui m'a permis aussi de me lancer dans la réalisation de mon autre documentaire. Et en fait, j'ai voulu structurer ça autour d'une association qui s'appelle Les Gros Sourcils en référence à Naruto, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Et comment est-ce qu'avec l'ABCDR du son et Radio Nova? L'abécédaire du son, je suis pas certaine de me souvenir, mais je crois que je leur ai écrit tout simplement en leur disant j'ai ce sujet-là. Eux, ils connaissaient les battles des Gen Ton Style, ça leur a parlé tout de suite. Ils ont vu le documentaire, ils ont kiffé, ils ont dit ok, on va le sortir sur notre chaîne. Radio Nova, quand j'ai rencontré 75e session, ils m'ont dit ok super, tu peux te lancer dans ton projet documentaire, mais trouve un diffuseur. Et je suis allée voir Radio Nova parce que notamment il y avait Jean Morel qui travaillait là-bas, donc de Grunt, qui suivait déjà ce collectif, qui l'avait déjà mis en lumière, et du coup ça semblait être un partenaire assez naturel. Et effectivement ils ont suivi très rapidement sur ce projet-là. Ok, bon, on peut pas parler de ton parcours sans présenter 75e session. Comme beaucoup, je pense, le savent ici, 75e session, c'est un collectif à la base, donc qui naît dans les années 2000 autour du rap, mais surtout autour de l'amour de l'art en général, donc le graffiti, la photo, la vidéo, la musique, donc il naît autour de l'art, mais aussi de l'envie de faire des choses ensemble, poussé par des valeurs très collectives, vraiment loin de l'individualisme. Et c'est vraiment, donc c'est en 2008-2009 que 75e session commence réellement à se développer. Il commence à bosser avec un 995, l'entourage en tant que vidéaste. Il réalise Dans ta Ressois de Necfeu. Et les célèbres freestyle John Doe, où on a pu apercevoir des artistes comme Népal, Val, Giorgio, DC's et d'autres. Et ensuite, donc ils lancent officiellement leur label à la suite de ça, et ils vont produire donc les premiers albums de Giorgio et SPM. Et c'est en 2012 qu'arrive le mythique dojo, la salle de l'esprit du temps. C'était un peu un sas d'entraînement, quoi, un espace à la base où les gens ils venaient pour s'entraîner et devenir encore plus forts comme dans un dojo. Et après c'est joli, dojo ça rentre bien. C'est DOJO, c'est joli. Non ? Donc c'est vraiment une réelle maison d'artistes. C'est un lieu qui est jamais vide, où tout type de talent traîne, crée. Tu peux voir un mec en train de faire du montage sur la terrasse. Enfin, je sais pas s'il y avait une terrasse, j'y suis jamais allée. Mais et puis un terrasse. Super. Et un autre mec ou quelqu'un d'autre gratter son 16 dans le studio en bas. C'est une grande salade de fruits, tu vois. Voilà. Il y a tous les fruits dedans. Les fruits de la passion. Et c'est sucré un peu. C'est comme ça que je vois le dojo. Bref, le dojo, ça devient une des maisons créatives les plus importantes du rap français. Et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Move. Puis il y a tout qui s'enchaîne, beaucoup de premiers projets en sortent. Donc Sheldon, Népal, Limsa, Dimes, Opico et d'autres. Et aujourd'hui, le label donc produit des artistes comme Jeune Mort, M le Maudit, Yonker et Ziné. Donc toi, t'arrives dans cet environnement avec un profil beaucoup plus business et structuré, et tu deviens du coup co-gérante de 75e session en 2020. Qu'est-ce qui t'a à la base interpellé dans ce collectif, et pourquoi est-ce que t'as voulu en faire partie, et pourquoi est-ce que t'as voulu déjà même les interviewer en fait et les mettre en lumière? Du coup, oui, j'ai voulu faire ce documentaire et j'ai pas voulu en faire partie, ceux qui m'ont demandé. mais donc ouais, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que pour moi, ce que je trouvais assez cool à filmer et à essayer d'expérimenter, c'était le fait qu'il y ait un lieu unique où plein de gens se retrouvaient. Donc j'avais presque un personnage unique qui était le dojo. Et autour de ça, j'avais une myriade de personnages qui venaient et qui
qui venaient pour créer, pour proposer des choses, pour créer des collaborations, etc. Donc c'est vraiment ce truc-là, moi, qui m'a intéressée. C'était de manière très informelle, comment est-ce qu'on arrive à créer un endroit où des artistes ont envie de venir et se sentent bien et se sentent à l'aise pour créer et monter des collaborations et faire naître des projets. Et effectivement, en fait, ça a été un endroit de fou parce qu'il y a, en fait, c'était une maison, donc avec aussi la possibilité de dormir sur place. Et en fait, quand les Belges venaient à Paris, ils pouvaient dormir là-bas. Quand les Suisses venaient à Paris, ils pouvaient dormir là-bas. Donc il y avait aussi vraiment ce truc, en fait, de presque un peu de vase clos qui permettait une émulsion assez incroyable. Et moi, c'est ce truc-là que j'ai voulu essayer de capturer avec le documentaire. Et après, en fait, il se trouve qu'on s'est très bien entendu. Je les ai quand même filmés pendant 1 an, donc évidemment, il y a des liens qui se créent parce que juste on passe énormément de temps ensemble. Et donc, ils étaient arrivés à un point où ils se posaient beaucoup de questions sur le développement de 75e session parce que il y avait une direction artistique, il y avait des artistes, etc. Mais il y avait un peu un besoin de structuration. Et moi, c'est vrai qu'étant juriste et ayant plutôt travaillé comme chef de projet, j'avais ce côté peut-être un peu plus structuré et je pouvais apporter ce truc-là au collectif. Et c'est le moment où ils m'ont demandé de les rejoindre. Ok, et du coup, aujourd'hui, globalement, tu t'occupes vraiment de quoi, en fait, au label? C'est quoi ton rôle? T'es co-gérante, mais ça va un peu de tout et c'est un peu un fourre-tout au final. Bah, on reste une petite structure, donc déjà on est quand même très couteau suisse. On est 4 actuellement, mais on est très polyvalent parce que la taille de la structure le demande. Moi, je vais m'occuper beaucoup de tout ce qui va être de la gestion, en fait. Il faut que ça tourne, de la production, des choses comme ça. Je vais m'occuper aussi de tout ce qui va être développement, aller rechercher des opportunités, rencontrer des gens, des nouveaux partenaires, etc. Il y a certains projets que je vais accompagner de plus près, comme par exemple le projet de Sheldon. Sur d'autres projets, ça va être mon associé ou notre chargé de prod qui vont être en lead. Enfin, ça on le décide un peu au fur et à mesure. Et voilà, pas mal de choses. Ouais, pas mal de choses, ouais. Du coup, plus de 10 ans après l'ouverture du dojo, ça fait 1 ou 2 ans que du coup vous avez quitté Saint-Denis pour vous installer dans le 20e en ouvrant du coup le studio Winslow, donc qui est un peu comme une prolongation du dojo, mais du coup déjà en plus équipé. Est-ce que tu peux me dire un peu déjà pourquoi est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez quitté Saint-Denis en vrai pour rentrer dans Paris, et est-ce que tu peux me parler un peu de ce nouveau studio? Ouais, complètement. Le dojo, déjà, il faut s'imaginer que c'était quand même très intense parce que c'était une coloc avec des studios où il y avait tout le temps du monde, et c'est pas quelque chose qui peut perdurer éternellement. Je pense qu'il y a eu une envie aussi à un moment pour chacun d'avoir un peu son chez-soi. Il y a eu une envie aussi d'avoir un lieu qui soit un peu plus professionnalisé. Donc on s'est mis à la recherche d'un local. On a récupéré comme ça un local dans le 20e où on avait 4 murs de béton. Et on a fait des gros travaux à l'intérieur pour avoir un studio qui, pour le coup, était vraiment beaucoup plus professionnel et dans lequel on essaie de garder ce truc de collaboration. On a plusieurs ingés, plusieurs beatmakers qui, du coup, ont toujours un peu ce réflexe de passer l'oreille et de collaborer, en fait, sur des projets. Mais on est quand même dans un cadre qui est beaucoup plus pro, en fait. Et du coup, vous arrivez quand même à garder cet esprit familial que vous aviez justement au dojo, peut-être d'une manière différente finalement aujourd'hui, dans un studio du coup qui est quand même différent vu qu'il y a plus cette notion de dormir sur place, et ça reste une maison d'artiste quand même. Est-ce que tu trouves que ça reste quand même une maison d'artiste aujourd'hui? Je trouve que ça reste une maison d'artistes. Le côté familial, il est un petit peu plus dilué parce que effectivement, on reçoit aussi beaucoup plus d'artistes de l'extérieur, de gens qu'on connaît moins. Et après, c'était une volonté aussi justement de s'ouvrir et de pouvoir collaborer avec des profils d'artistes différents. Mais après non, on a toujours quand même cette volonté de créer d'avoir un lieu qui est agréable et dans lequel on se sent ok en fait pour la création, pour écrire, pour composer. Enfin, on s'était dit dès le départ qu'on voulait pas avoir un studio usine où à 17h59 on regarde le chrono en vous disant que la séance est bientôt terminée. Enfin, ça c'était hors de question pour nous, quoi. Et ouais, justement, je pose la question, en tant justement
que co-gérante d'un label indé qui a clairement toujours mis l'éthique et l'art et très peu l'argent en vrai au cœur du propos, en tout cas au cœur du développement de ses projets. Comment est-ce que tu arrives à gérer justement cet équilibre et cette rentabilité en n'étant pas seulement focus justement sur le capitalisme de l'industrie, quoi? Je sais même pas si je sais répondre à cette question. On est toujours indépendant. Complètement indépendant. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qu'on a conservé. On n'a pas de financement de major via des licences ou autres. En fait, on trouve un bon équilibre justement en étant plus structuré. Pour celles et ceux qui sont artistes ou peut-être producteurs ou je ne sais quoi, vous savez, il y a plein de sources de revenus différentes qu'on peut aller collecter à plein d'endroits différents. Et en étant plus organisé, et ben justement, on arrive mieux à gérer ces revenus-là. Et en fait, on trouve un équilibre aussi parce qu'on a des artistes qui fonctionnent assez pour nous permettre d'avoir un bon équilibre et maintenir notre équipe et surtout réinvestir dans des projets. Évidemment, c'est pas le confort des très grosses boîtes de la musique, mais c'est faisable. Oui, mais je trouve ça important, je pense, de le mettre en avant parce que justement, c'est un des gros sujets de l'industrie quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont motivés par la rentabilité du projet, ce qui est en vrai compréhensible parce qu'il y a de moins en moins d'argent en vrai dans l'industrie. Et donc, ça peut être aussi dur, en tant que, par exemple, label indé qui vient de se créer, de réussir à se projeter et à essayer de comprendre où est-ce qu'il y a de l'argent à trouver et comment réussir à être viable, en fait, dans cette industrie où, justement, il y a moins d'argent, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Je pense que quand t'as un jeune label, en tout cas, il faut tout de suite être assez rigoureux sur ces trucs-là parce que toute ton économie va en dépendre. Après, nous on a la chance aussi. Enfin, ça fait quand même très longtemps qu'on fait ça. On a aussi plein de moyens pour pouvoir produire de l'image. En fait, c'est des choses qu'on sait faire en interne. Enfin voilà, on a aussi toutes nos ressources qu'on peut mettre à disposition d'un jeune projet en développement et qui peut nous permettre de l'accompagner et de créer des contenus sans investissement titanesque dès le départ. Et aussi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on signe très peu. On signe vraiment très très peu. On choisit nos projets avec beaucoup d'attention et parce qu'on sait qu'on va pouvoir apporter quelque chose et être pertinent sur les projets qu'on signe. Donc toi aujourd'hui, t'as énormément de rôles en vrai. Enfin, t'endosses beaucoup de rôles dans cette industrie. T'es productrice et éditrice via 75e session. T'es réal de clips, de documentaires. T'es membre du conseil d'administration de beaucoup de structures aussi au sein de l'industrie, comme le MEWEM, donc qui est un programme de mentorat qui accompagne les femmes entrepreneuses dans l'industrie musicale. T'es membre du CA de donc l'UPFI, l'Union des producteurs phonographiques indépendants, de la FELIN. Et membre de la commission image au Centre national de la musique. J'ai l'impression de faire une liste, il y en a tellement. T'es aussi membre de la commission d'autoproduction de la SACEM. Enfin bref, t'endosses énormément de rôles, mais on voit quand même un fil conducteur assez éthique dans tous les rôles que t'endosses et dans ton parcours en général. Est-ce que tu dirais que mettre du sens dans chacune de tes actions, c'est important pour toi? Oui, et surtout pour bien comprendre. Enfin, effectivement, je suis hyper impliquée dans toutes les institutions de la musique parce que quand j'ai rejoint la 75e session, j'ai commencé à m'y intéresser parce que c'est aussi des subventions. Enfin, c'est des organismes qui accompagnent aussi beaucoup le développement des labels et des maisons d'édition. Et je me suis rendu compte que déjà la moyenne d'âge était assez élevée, qu'il y avait beaucoup d'hommes, que c'était très blanc, qu'il y avait quand même pas mal de problématiques, que le rap était pas très représenté aussi à cette époque-là. Et je me suis dit bon, ok, je vais candidater. Et en fait, j'ai commencé en étant membre de commission au CNM et au fur et à mesure, en fait, les gens m'ont identifié et j'ai rejoint ces autres institutions parce que j'avais l'impression d'avoir aussi quelque chose à devoir porter, à devoir défendre et c'est bien parce que on sent que les lignes bougent lentement, mais ça bouge un petit peu et
comme tu le disais en introduction, moi, j'ai toujours une vie associative à côté de mon travail professionnel. Là, j'ai beaucoup moins le temps de le faire, mais je retrouve un petit peu cette notion d'engagement et ouais, de trouver du sens, en fait, via aussi ce que j'essaye de faire passer dans ces institutions. Est-ce que justement, tout au long de ton parcours, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as dû te recentrer dans tes valeurs ou par exemple, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es posé, tu t'es dit, purée, là, c'est pas forcément le bon choix que j'ai fait, j'aurais peut-être pas dû aller dans cette direction, ça correspond moyennement à mes valeurs, ou justement, est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où on te proposait un projet qui pouvait te rapporter de l'argent, mais qui compromettait justement encore ses valeurs. Est-ce que tu as déjà eu ce conflit à un moment donné de ton parcours? En fait, tu m'as posé la question quand on préparait la table ronde. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai l'impression que dans mon parcours avant la musique, oui, et je suis partie. Et les moments où ça m'a saoulée et où soit je m'ennuyais ou soit il se passait des choses qui vraiment étaient très 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 contraires à mes valeurs, je suis partie. Et d'où la petite dent de scie qu'on décrivait au tout début. Mais du coup, ce qui fait que quand je suis arrivée dans la musique, j'avais déjà passé la trentaine et j'ai l'impression que j'avais déjà quand même éprouvé un peu ce truc-là. Et donc, en y réfléchissant, j'ai pas eu l'impression à un moment de faire des choix que j'ai regrettés après, de prendre des risques, enfin oui, évidemment, et des moments où tu te dis ah ouais là on s'est planté, mais en tout cas de l'avoir toujours fait de bonne foi et en ayant l'impression de faire le mieux et en essayant de respecter aussi au mieux nos artistes. Et quand ils nous disent non, et ben c'est non. Et Dieu merci, j'ai pas encore été confrontée à ça, je crois. Bah, j'espère que ça arrivera pas. Je pense que maintenant, en plus, au stade de ton parcours, je pense que tu as compris aussi potentiellement la ligne directrice que tu avais envie de suivre pour toi. Ouais, c'est ça, c'est avec le temps, en fait. Au bout d'un moment, tu sais un peu où sont tes limites, ce que toi tu peux accepter, là où tu trouves que les choses sont moins acceptables et où tu poses tes limites, en fait. Bon, t'es pas que tous les 50 rôles que j'ai mentionnés tout à l'heure. T'es aussi maman. Bon, je voulais pas en faire le cœur du propos de cette conférence parce que ça définit pas non plus globalement qui tu es, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans ta vie et c'est aussi ce qui m'a donné envie de t'inviter aujourd'hui ici. Le jour où j'ai su que je voulais t'avoir dans cet épisode conférence de Dans ton jardin pour les Lyonnes, c'est quand j'ai lu ton édito pour la newsletter MEOM qui sortait le jour de la fête des mères. Et en tant que femme et entrepreneuse, il m'a touchée et donc je vais le lire avant qu'on en discute. Il est 8h37 et je viens de finir ma 3e tasse de café. Après 5 ou 6 heures de sommeil entrecoupé de réveils mouvementés, je ne peux pas commencer ma journée autrement. C'est devenu un rituel quasi quotidien et il doit ressembler à celui d'un grand nombre de femmes qui, comme moi, ont fait le choix d'être mères et entrepreneuses. Chaque jour, nous déployons des trésors d'organisation, d'énergie, d'inventivité aussi, pour mettre nos journées en musique. Nous puisons dans nos ressources et devons, en plus de la charge mentale que nous portons, faire face à des enjeux de logement, de garde, de financement de nos entreprises. Nul n'est irremplaçable? Eh bien nous le sommes. Comme mère évidemment, mais aussi à la tête de nos petites entreprises où chaque force vive compte et où notre expérience et notre expertise sont parmi les actifs les plus précieux de nos économies. Alors, en attendant de voir l'écosystème s'emparer de ces enjeux, j'en profite pour dire merci à nos alliés. Merci de continuer à nous inclure. Merci de faire preuve de compréhension quand nous refusons une sollicitation et de tout de même penser à nous la fois suivante. Parce que vouloir nous protéger malgré nous, c'est un peu nous exclure. Mères, nous restons des femmes puissantes. Franchement, cet édito, déjà, je le trouve trop bien écrit. Et il m'a touchée parce que justement en tant que femme avec une vision un minimum carriériste, j'ai toujours vu la carrière et la vie de famille comme deux trajectoires parallèles qui pouvaient difficilement se croiser. Et je trouve qu'on a très peu de représentation de mères de famille en vrai qui en parlent dans l'industrie, même s'il y en a, hein, mais c'est pas forcément vocalisé et peut-être par peur justement qu'on les voit autrement que mères. Donc le voir écrit, moi ça m'a fait du bien de devoir poser en fait ces doutes, ces mots, ça m'a fait du bien. Et ce que j'ai adoré, c'est l'angle que tu prends
qui est vraiment ne nous ménagez pas sous prétexte que qu'on doit peut-être être fatigué, surmené, etc. En fait, c'est à nous de décider si on prend ces projets ou non. Et ce qui me vient, enfin les questions qui me viennent, c'est est-ce que t'as tout de suite été à l'aise avec l'idée de partager ta grossesse avec tes collaborateurs, enfin les plus proches et les moins proches, ou est-ce que t'as eu peur au départ qu'on te voit différemment et qu'on te traite différemment? Je l'ai dit très tôt à mes collaborateurs, déjà parce quand t'es enceinte, t'as plein d'interdits, donc en fait c'est chiant. Enfin, c'était tellement énergivore d'inventer tout un tas de mensonges complètement absurdes de ah oui, non. Enfin, je me suis très vite, je l'ai dit à mes collaborateurs, et j'ai pas eu cette crainte de leur part. Je l'ai plus eu de la part de gens de l'extérieur, où je me suis dit bon, est-ce que je le dis, là on est en train de discuter tel deal, est-ce qu'ils vont pas projeter que l'année qui suit je serai pas en mesure de, enfin ça je me suis un peu plus posé la question. J'ai attendu un petit peu plus longtemps pour le dire, mais il se trouve que très vite j'ai eu un gros ventre, donc bon, l'un dans l'autre j'ai pas eu le choix. Donc ça s'est fait comme ça, et au final j'ai pas eu l'impression que ça a eu un impact négatif. Est-ce que parce que tu dis que donc t'as pas l'impression qu'il y avait un impact négatif, tu parles du fait de l'avoir vocalisé ou le fait justement d'être maman? Non, le fait d'être enceinte et le fait d'être maman, en tout cas vis-à-vis des partenaires. Je le dis vraiment dans ce cadre-là, j'ai pas l'impression justement que les gens avec qui on travaillait nous aient ménagés ou exclus à cause de ma grossesse, ce qui était une crainte. Et est-ce que c'est toi ou c'est le monde extérieur qui t'a poussé à être performante jusqu'au bout de ta grossesse? Parce que par exemple, t'étais quand même à la maroquinerie de Sheldon 2 semaines avant ton terme. Toi et ton gros ventre, et t'étais quand même là à tout chapeauter, quoi. Ouais, c'était alors pas du tout à tout chapeauter. Alors, je suis arrivée, j'ai vu le concert et je suis repartie les 2 soirs. J'ai rien chapeauté du tout. Mais non, c'est juste qu'on avait travaillé comme des fous pendant 1 an et demi sur cet album. C'était inenvisageable pour moi de pas y être. Enfin, ça m'aurait brisé le cœur en fait de pas y être. On sort peu de projets. Encore une fois, on est une petite structure, on a peu d'artistes. Quand il y a un projet qui sort, c'est une grande fierté. Et quand en plus on le présente sur scène sur la première date parisienne de la tournée, enfin, il y a un truc d'émotion qui est tellement fort que pour moi c'était pas envisageable d'y renoncer. Et je dis ça maintenant, et on s'est quand même posé la question parce que parce que c'est la salle la plus chaude de Paris. Parce que c'était un enfer. Enfin, c'était un enfer d'assister. Pour ceux qui connaissent la maroquinerie, c'est une salle où il fait quand même extrêmement chaud. On était au mois de juin, sous la période de canicule. Enfin, et 2 semaines de terme, c'est très intense physiquement à vivre. Mais ouais, j'étais assise à côté de la scène avec des amis qui m'éventaient et qui m'apportaient des bouteilles d'eau, et le régisseur de la salle qui je pense était en panique complète, qui m'a dit la fin du 2e jour, je sais pas ce que j'aurais fait si t'avais accouché. Vraiment, j'avais pas de plan, j'étais pas du tout préparée. Mais pour le coup, c'est moi qui l'ai souhaité, et c'est marrant, c'est un peu l'inverse. Genre tout le monde me disait il faut te ménager, il faut te reposer, etc. J'ai écouté personne. J'aurais peut-être dû, mais c'est vrai que j'ai écouté personne, et j'ai bossé jusqu'à quasiment mon accouchement. Parce que je me sentais responsable aussi de mon entreprise et de nos artistes, et je voulais pouvoir justement, après avoir accouché, avoir une petite période un peu d'accalmie et pouvoir souffler sans me dire tout ce que j'ai laissé en plan qui me reste dans la tête, quoi. Mais non, j'ai vraiment bossé, je pense, jusqu'à la veille, quoi. Mais parce que dans ton édito, tu parles de cette peur d'être remplacée. Et finalement, j'ai pas l'impression que c'était le cœur de... C'est pas la peur d'être remplacée, c'est un truc qui m'a vachement saoulée quand j'étais enceinte, où tout le monde me disait mais pourquoi tu prends pas quelqu'un pour te remplacer pendant ton congé mat? Je disais mais qui voulez-vous pour me remplacer en fait? Moi, j'ai de l'expérience, je connais très bien mon taf.
avec quel budget je vais trouver quelqu'un à mon niveau de formation que je vais pouvoir former en 1 mois à peu près à tout ce que je fais moi sur le label. Je suis pas remplaçable en réalité. Et ça, c'est un truc qu'on se dit. Je suis pas remplaçable à moins d'avoir les moyens de payer quelqu'un un petit peu cher et qui soit un petit peu senior pour absorber la dose de connaissances que j'ai absorbée au fil des années dans un temps très très rapide. Et en fait, ça n'existe pas. On n'avait pas ce budget-là. Donc moi, ça m'a saoulée quand les gens nous disaient oui, bien sûr, tu prends quelqu'un en intérim pendant 3 mois. En fait, ça n'existe pas. C'est pas possible. Pas à notre échelle, en fait. Bon, en tout cas, du coup, c'est clairement, les deux mondes, donc carrière et maman, sont clairement compatibles. Et mais je trouve ça important de le vocaliser parce que j'ai déjà eu des discussions justement avec des mamans qui avaient même peur qui avaient peur de le dire en fait, et à qui on a même dissuadé d'en parler à des entretiens parce que elles seraient perçues différemment. Et je trouve ça con parce que du coup, ça te ferme, en tant que femme, ça te ferme une porte en fait dans ta tête si t'as envie d'avancer dans ta carrière, quoi. Ouais, après, moi, c'est pareil. J'ai eu beaucoup de récits de femmes, peut-être qui ont eu des enfants avant moi et qui ont vu des opportunités leur passer sous le nez parce qu'elles avaient annoncé une grossesse, et en vrai, je pense que ça existe toujours. Et je me souviens que quand j'ai passé, quand on est enceinte, on doit aller voir la médecine du travail, et quand on a accouché, on doit retourner les voir. Et en fait, je me souviens le docteur m'avait dit ah mais vous ça va, c'est votre boîte, ce sera un petit contrôle de routine, c'est pas très important. Et il m'avait dit c'est les salariés en entreprise pour lesquels on est très vigilant parce que en fait très souvent elles reviennent, elles sont placardisées et donc psychologiquement c'est très dur pour elles. Et je me souviens d'avoir été assez étonnée parce que étant chef d'entreprise, je m'étais dit la salariée c'est archi confort quand même dans ce cadre-là. Et en fait non, même pas du tout. Donc moi je crois que en tout cas on a la chance d'avoir un environnement qui est relativement sain et dans lequel du coup j'ai pas été pénalisée pour avoir fait le choix d'être mère. Et d'ailleurs je remercie tous nos partenaires et tous les gens qui bossent avec nous de ça. Et j'ai l'impression que en tout cas, on peut, si on a cet environnement-là, ça peut très bien se passer. C'est dur, hein, mais ça peut très bien se passer. Ouais, j'imagine qu'en termes d'organisation, heureusement que t'es chef de projet, quoi. Bon, dans ton documentaire, tu clôturais ton documentaire La famille du dojo en demandant aux membres de 75e, de 75e session, comment est-ce qu'ils voyaient la suite. On verra bien, quoi, tu vois. Franchement, c'est dur. C'est dur de savoir, mais je pense que le toit du monde est une belle destination. Il y a une belle vue, quoi, tu vois, et la vue, c'est important. Moi, là, ça m'intéresse de te poser cette question à toi, 5 ans plus tard. Comment est-ce que toi, là, tu vois la suite de 75e, mais et de toi aussi, quoi? C'est pareil, j'ai essayé de réfléchir à cette question et moi je suis assez nulle pour me projeter, donc c'est un exercice que je trouve vraiment difficile, mais j'aimerais que le label continue à grandir, j'aimerais qu'on ait de nouveaux artistes, de nouvelles signatures, que ça fonctionne toujours mieux. J'aimerais bien faire un Olympia. Et en fait, ouais, juste j'aime bien le chemin qu'on a choisi et je trouve que ça se passe plutôt bien et j'aimerais bien que ce soit ça en plus grand, en plus fort, en plus cool. Ouais, c'est beau. Restez avec moi, c'est pas fini. Vu que le public avait pas de micro pour la partie questions-réponses, c'est moi qui vais poser les questions. J'en profite pour dire un grand merci au Festival Les Lyonnes, dont l'objectif était de mettre en avant des initiatives féminines dans l'industrie musicale et audiovisuelle. Objectif réussi, car elles ont sold out leur première édition. Allez, on passe aux questions. Yveline, est-ce que tu penses que ton expérience et ton âge peuvent créer une distance avec la nouvelle génération d'artistes qui arrivent avec de nouvelles références et de nouveaux mouvements artistiques? Ouais, non, mais en fait, je trouve ça archi legit comme question parce qu'on se la pose nous tout le temps et juste on travaille aussi avec des gens plus jeunes et en fait on les écoute et on leur laisse un vrai espace de dialogue et on a une manière de réfléchir, notamment quand on réfléchit à des strates sur des projets, que ce soit sur de la DA, sur des strates de sortie ou des choses comme ça. On essaye de tous un peu mettre nos idées en commun et nos sentiments et notre compréhension, et aussi parce que dans l'équipe on écoute tous du rap, mais on écoute
aussi tous d'autres choses et on a aussi des fois certaines esthétiques que peut-être l'un va mieux connaître que l'autre. Et du coup, on essaye de mettre ce truc-là en commun. Et nous, évidemment, on écoute beaucoup les plus jeunes, enfin ceux qui effectivement vont être plus à l'écoute de cette nouvelle génération et de comment ils perçoivent aussi une sortie, comment ils perçoivent, je sais pas, par exemple un plan marketing, des choses comme ça. Enfin, évidemment, on les écoute beaucoup et on leur laisse la place. Et je pense que c'est important aussi de se dire qu'effectivement, il y a un truc dans la musique qui est aussi très générationnel et que c'est important de pas rester bloqué sur tes trucs. Moi, des fois, je peux dire, OK, ça, je le comprends pas. Et je peux passer la main sans difficulté. En tant que femme dans le milieu du rap, est-ce qu'on a déjà décrédibilisé ton travail à cause de ton genre? Et si oui, comment est-ce que tu l'as géré? Je réfléchis, mais en fait, ce genre de truc, ça m'est déjà arrivé dans ma vie professionnelle précédente. Et en fait, encore une fois, quand je suis arrivée dans la musique, j'avais déjà passé la trentaine et je pense que ça a permis que ce genre de choses arrive moins. Il y a un truc, malheureusement, où on sait que en termes de violence sexiste, il y a une pyramide où en fait, plus tu vieillis, moins t'es sujet justement à ces violences, et plus t'es un jeune profil en entreprise, plus t'es exposé à ces violences-là. Donc en tout cas dans la musique, j'ai moins eu ce truc-là. Je me souviens qu'au tout début, un truc qui me saoulait, c'était que sur certains rendez-vous, j'en ai un notamment en tête, où on parlait que à mon associé, qui est un homme, et on parlait pas du tout à moi. Et en fait, le truc, c'est que pendant le rendez-vous, lui, il s'en est rendu compte. Et en fait, il a fait une espèce de passe de mais je sais pas pourquoi vous me posez les questions à moi, parce qu'en fait, c'est elle qui gère toutes les finances, et c'est elle qui va vous dire oui ou non sur ce sujet-là. Et du coup, ça a un peu débloqué ce truc-là. Et je sais que lui, il est attentif à ça, où justement. S'il voit qu'il y a un prisme parfois un peu de parler que à l'un ou à l'autre, il va essayer de rediriger vers moi. Et après, du coup, maintenant, ça fait quand même un petit moment que je co-dirige avec lui 75e session, et juste connais bien le sujet, je connais bien nos partenaires, et ça donne aussi une espèce de forme d'assurance quand t'as des échanges avec l'extérieur où du coup, assez naturellement, en fait, les gens vont pas te mettre dans cette position-là. Et je fais une petite différence sur la partie studio, qui était beaucoup plus nouvelle pour moi, et qui reste finalement la partie sur laquelle, n'étant pas musicienne moi-même, en fait, j'ai une oreille, j'ai une écoute où c'est vrai que je vais avoir tendance à laisser plus de place aux artistes, mais je pense, indifféremment du genre pour le coup. Mais du coup, t'interviens aussi sur la DA des projets? Sur certains projets, ouais. Comme je disais, notamment celui de Sheldon, où je suis très présente, et aussi parce que, en fait, sur des projets comme Sheldon ou Ziné, qui vont avoir des teintes beaucoup plus ouvertes, qui vont aussi aller vers la pop et qui est aussi de la musique que moi j'écoute beaucoup. Je vais être peut-être plus pertinente que sur des projets parfois un peu plus dur, on va dire, et où là c'est vrai que je vais laisser la main soit à notre chargé de prod, soit à mon associé. Est-ce que tu fais souvent face à des ambitions artistiques trop importantes par rapport au budget disponible, et comment est-ce que tu gères ces situations? Ah, tu veux dire genre gérer des demandes artistiques et en fait on n'a pas le budget en face? Oui, c'est très valide comme question, hein. C'est notre vie. Mais ça, j'ai pas de solution. En vrai, je pense qu'on travaille souvent quand même avec des gens relativement raisonnables. Et je pense qu'aussi d'ailleurs c'est un préalable, comme je l'ai dit plein de fois, mais donc on signe peu. On essaie aussi de signer avec des gens avec qui on a un feeling humain, et du coup on sait qu'on va pouvoir avoir un dialogue, et notamment sur des budgets qu'on n'aura pas forcément à mettre à disposition, et on va essayer de trouver des points d'équilibre. Et après, nous, on va essayer aussi de réfléchir à, OK, c'est ce résultat-là qu'on veut obtenir, typiquement sur l'image. On est quand même plein de ressources là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à obtenir ça avec le budget qu'on s'est fixé au départ?
Et après, c'est une discussion et on essaye d'arriver au meilleur résultat possible. Et parfois, c'est nous qui cédons. Enfin, je sais pas si céder c'est le mot parce que c'est quand même toujours un peu une discussion, mais des fois, c'est nous qui disons ok, très bien, on va payer ce truc-là et donc on va retravailler notre budget pour essayer de rééquilibrer d'un autre côté. Et à d'autres moments, c'est l'artiste qui comprend que tel ou tel truc, en fait, c'est hors sujet parce que juste le budget serait beaucoup trop élevé. Je peux te donner un exemple très concret, c'est par exemple l'animation. C'est un médium qui coûte extrêmement cher à produire. Enfin, c'est très 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 cher. Mais maintenant, tu as de plus en plus de jeunes, pour le coup, qui sont complètement autodidactes, qui maîtrisent la 3D, qui font des trucs incroyables. Par exemple, le collectif Le Manoir avec qui on a bossé quand même pas mal de fois et en fait, qui sont full autodidactes et ils sont super forts. J'évolue dans autre chose. Ce qui me tue pas me rend fort. Arrive en renfort s'il était autre chose. Ils arrivent à nous proposer des solutions sur de l'animation. Qu'en fait, si on va avoir un studio archi en place, on sera pas du tout dans les mêmes budgets. Donc voilà, c'est des trucs aussi comme ça. Des fois, en fait, tu penses à aller chercher des jeunes talents et tu les accompagnes aussi dans leur construction et tu trouves aussi des solutions comme ça. En ayant évolué dans un environnement majoritairement d'hommes, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir plus eu à te battre que tes collaborateurs masculins ? Non, mais parce que la configuration s'y prêtait pas tout à fait. En fait, pour te dire, quand je suis arrivée dans 75e session, dans la boîte, il y avait que mon associé. Et lui, ça faisait 10 ans qu'il était là. Donc, il avait déjà une légitimité un peu assise. Moi, j'arrivais. Mais par contre, mon associé, il est très axé sur la construction du collectif, la direction artistique, les projets, etc. Et en fait, il était il est toujours d'ailleurs très peu visible. Et donc, en fait, je me souviens au tout début, il m'a dit, mais on est d'accord, les trucs un peu de représentation, là, quand il faut aller dans les trucs pro, etc., ça va être plutôt toi. Et moi, j'étais complètement OK avec ça. Et donc, en fait, très vite, pour les pros, c'est moi qui ai incarné ce truc chez 75e session, de dire, il y a une personne à qui on peut s'adresser. Et donc, du coup, c'est quand même très spécifique comme situation qui m'a permis de pas être confrontée à ce que tu décris. Est-ce que chez 75e, vous avez tendance à aller chercher les artistes avec lesquels vous voulez bosser ? Ou est-ce que c'est plutôt eux qui ont tendance à venir à vous ? Alors, jusqu'à présent, on a toujours bossé avec des gens du collectif, donc des gens qu'on connaissait depuis hyper longtemps. Et justement, cette année, ça a été un petit peu particulier parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de peut-être un petit peu casser cette manière de fonctionner, notamment parce que on a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe et on avait aussi envie de leur laisser de la place et d'aller peut-être nous proposer des signatures de projets qui allaient vraiment les faire kiffer et qu'ils avaient envie de travailler. Et donc là, pour la première fois, on est allé chercher des signatures à l'extérieur, entre guillemets. Depuis l'arrivée du streaming, l'industrie génère clairement beaucoup moins d'argent. Yveline, qu'est-ce que tu penses de la rentabilité et la pérennité de cette industrie qui fonctionne aujourd'hui principalement grâce aux aides de l'État ? Gros sujet. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir répondre en une minute à une question aussi vaste, mais de toute façon, tout le monde se pose la question, tout le monde est assez inquiet. Il y a quand même aussi énormément de modèles qui continue à se développer. Effectivement, c'est une industrie qui repose beaucoup sur les aides et les subventions, notamment sur toute la partie de développement et qui sont en fait essentielles pour pouvoir développer des projets. Sinon, effectivement, ce serait extrêmement compliqué de faire ce travail-là. C'est une industrie qui se reconcentre beaucoup parce que effectivement, il y a peu de ressources. Franchement, je sais pas si je peux développer complètement là tout de suite une réponse là-dessus, mais ce que je me dis, et ça c'est très personnel, c'est que tout est cyclique, qu'on voit déjà des nouveaux modèles, on voit des artistes aussi qui sont de plus en plus indépendants, qui ont de plus en plus envie de se structurer et de gérer eux-mêmes leur musique et en fait l'industrie va s'adapter, va trouver d'autres moyens de produire ou d'accompagner ou de faire monter ses projets
déjà c'est le cas en fait. On a une offre très diversifiée de types de contrats, de ce qu'on peut trouver en fait en termes d'accompagnement. Et j'ai l'impression que juste on va s'adapter. Enfin, il y aura toujours de la musique, il faudra toujours un moyen pour la faire parvenir aux oreilles des gens. Donc l'industrie va muter et s'adapter. Ouais, j'ai hâte de voir la suite, moi. Depuis quelques années, on observe de nouvelles demandes alternatives aux clips, comme les vidéos courtes pour les réseaux sociaux ou les visualizers. Est-ce que tu penses que le clip a toujours un avenir dans l'industrie ? Hyper compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Alors, je vais te répondre en 2 temps. Je vais te répondre vraiment à titre très, très personnel. Moi, je crois plus à tous les clips un peu pub, enfin vraiment qui sont juste un support commercial pour un clip et qui sont pas pensés. T'as l'impression de l'avoir déjà vu 10 fois. En fait, je trouve que la très grande majorité des clips sont pas très intéressants et qu'effectivement ils ont un impact qui est du coup très limité et que pour les pousser, ça nous oblige en face à mettre des budgets qui sont délirants. Il y a pas d'économie sur le clip en fait, c'est vraiment juste un objet promotionnel. Donc notamment quand tu es sur des petits budgets ou des artistes en développement, c'est vraiment une réflexion à avoir. Maintenant, sur le côté image, il y a des clips qui te mettent des claques qui sont trop beaux et moi j'ai l'impression qu'en fait ça peut être toujours utilisé et être pertinent quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est-à-dire est-ce que tu as juste besoin d'avoir un contenu que tu vas pouvoir découper derrière pour les réseaux sociaux et dans ce cas-là, effectivement, quel investissement tu vas y mettre, ou est-ce que tu as besoin d'asseoir une DA, tu as besoin d'asseoir une image, tu as besoin vraiment de montrer l'univers de l'artiste, et si tu arrives un peu à te poser cette question-là et juste de pas illustrer un morceau, tu vois, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, de se creuser un petit peu la tête sur comment tu vas positionner ton artiste dedans, qu'est-ce que tu vas essayer de raconter sans pour autant faire un clip narratif, mais juste en termes d'univers. Là, je trouve que en fait un clip ça peut être archi pertinent, ça peut apporter énormément à un projet. Et il peut avoir une vie à lui aussi au-delà de juste être destiné aux réseaux sociaux. Et maintenant sur la casquette peut-être un peu plus pro, donc moi je siège à la commission image du CNM qui donne des subventions pour les clips. Et en fait de plus en plus on voit des formats courts arriver. Et donc nous c'est une discussion qu'on a en fait dans quelle mesure on arrive avec le cadre qu'on nous donne et sur lequel qu'on est obligé de respecter, comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces nouveaux formats qui des fois sont hyper créatifs, hyper pertinents aussi, parce qu'en fait en termes de communication ils sont vraiment bien pensés. Et puis si je peux rajouter un prisme très justement marketing, chef de projet, je sais que les clips, pour moi, ils sont censés arriver à maintenant en tout cas ils sont censés arriver limite à un certain moment de ta carrière où tu sais que tu vas pas jeter de l'argent un peu en l'air, quoi. T'as ça, mais des fois, t'as des trucs, je donne toujours cet exemple, je sais pas si vous voyez qui c'est, Hervé, qui avait fait un de ses premiers clips pendant le confinement où c'est son daron qui le filme en train de courir derrière la voiture. Donc un clip qui a coûté 0, qui était une très bonne idée. Je t'en veux pas, la douleur disparue. Alors un autre morceau, il s'est filmé dans sa cuisine, en train de faire la cuisine en dansant et ses gauleries et en fait juste ça lui correspond archi bien en termes de personnes, d'artistes, etc. Ça lui a coûté 0 et ça, moi je trouve, en début de carrière, si t'as une bonne idée, c'est merveilleux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le plus important, c'est de réfléchir en fait à est-ce que ça va te demander beaucoup d'argent et si oui, est-ce que c'est vraiment pertinent à ce moment-là de ta carrière? Parce qu'en vrai, asseoir une DA image, tu peux le faire via des formats courts sur Instagram, qui est un réseau social que après tu vas continuer à alimenter. Donc si tu mets tout ton argent dans un clip que tu vas sortir sur YouTube, plateforme qu'en vrai tu vas pas pouvoir alimenter ensuite parce que ce que tu vas alimenter c'est Instagram via des stories, via des réels, alors que YouTube généralement il est délaissé et il est utilisé que au moment des sorties de clips. Du coup tu te retrouves à mettre de l'argent et dans le clip et potentiellement en plus dans le marketing pour que y ait pas que 500 vues sur ton clip. Donc en fait pour moi t'as perdu énormément d'argent que t'aurais pu potentiellement mettre sur des formats plus courts. Avec limite t'aurais pu faire 5 formats courts plus pousser du marketing et récupérer des abonnés sur ta chaîne. Mais encore une fois, ça c'est un prisme très marketing.
Et je peux aussi concevoir qu'il y ait des artistes pour qui le clip est ultra important parce que il fait partie de leur art global, quoi. Mais pour moi, il y a pas mal de réflexions qui peuvent être... de réflexions à avoir sur, OK, est-ce que c'est vraiment un clip que je veux faire ou est-ce que c'est de l'image? Et dans ces cas-là, pour moi, il y a d'autres biais, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un contenu promotionnel? Et dans ce cas-là, effectivement, il faut être un peu bien réfléchir à où est-ce que tu mets tes budgets. Ou alors, est-ce que vraiment t'as une bête d'idées ou t'as un univers visuel qui peut être très très fort. Et dans ce cas-là, tu vas faire un clip qui est impactant et ça vaut le coup dans ce cas-là. Merci, Yuline. Merci.